Tu pars souvent avec des peurs pour toute première expatriation, notamment est-ce que je vais vraiment réussir à m'orienter toute seule dans la ville, est-ce que je vais vraiment rencontrer des gens qui vont m'aider. Il y a toujours cette petite peur de l'inconnu qui nous prend un peu tous. Et puis l'idée que waouh, je vais vivre vraiment sans repère, je vais partir. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 39 du podcast de Traverser la frontière. Bon, alors aujourd'hui on va revenir en Europe et on va parler du SVE, le Service Volontaire Européen. Donc c'est quelque chose qui est assez peu connu en France mais qui permet aux jeunes de pouvoir aller faire du volontariat un peu partout en Europe et même dans le monde en étant nourris, logés et blanchis. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et donc pour ça en fait j'ai trouvé Ophélie qui est partie donc en SVE à Budapest pendant un an. Et dans cet épisode en fait vous allez découvrir qu'est-ce que le SVE, donc ça veut dire quoi exactement, comment on postule, c'est quoi les types de volontariat, etc. Pourquoi Ophélie a décidé de partir elle à Budapest pendant un an, de nous parler toute son expérience, de son volontariat, de sa vie en Hongrie, etc. Ou bien encore tous ses conseils si vous êtes intéressé par faire un service volontaire européen. Donc voilà, on y va pour l'interview avec Ophélie. Allô ? Oui. Ophélie ? Oui. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Bon, tu m'as dit qu'il faisait super beau en France alors qu'on est en plein mois de janvier, c'est ça ? C'est ça. Très grand soleil, ciel bleu et au-dessus de 10 degrés. Ok, bon tant mieux. Bon alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu d'où tu viens, quel âge tu as, t'as fait quelle étude, quel boulot, et dans quoi tu bosses un petit peu, pour qu'on comprenne un petit peu ce que tu fais. Oui, alors moi je suis originaire de Normandie. Actuellement j'habite Évreux et je suis originaire de la région de Rouen. J'ai fait des études de communication, j'ai fait un master que j'ai obtenu à Cergy-Pontoise. Et suite à ça, je me suis orientée vers le journalisme, donc sans diplôme de journalisme. Okay. Et c'est à la suite de ces études-là que j'ai décidé de partir en SVE, Service Volontaire Européen. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, ça va être le thème de cette interview, donc ce fameux Service Volontaire Européen. Est-ce que tu peux me dire pourquoi en fait t'es parti, où est-ce que t'es parti, est-ce que tu faisais un petit peu globalement pour ce SVE ? D'accord. Donc en fait, je suis partie pour une raison assez simple. C'est que j'avais pas eu l'occasion de partir en Erasmus pendant mes études et je me suis dit que ça me manquait. Et donc je suis partie, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, comment on pouvait partir à moindre frais, parce que c'était là le but, à l'étranger et aussi... Voilà, il me fallait une expérience, j'avais vraiment envie de ça. Donc j'ai regardé et j'ai trouvé le service volontaire européen. Et c'est à la suite de ça que j'ai commencé à m'y intéresser, à postuler et je suis partie 3 ans après mes études en Hongrie à Budapest. D'accord, en Budapest. Mais à Budapest, ça parle hongrois, non ? Tu parlais quelle langue là-bas ? Alors oui, ça parle hongrois. C'est la langue la plus difficile d'Europe à apprendre. Donc, en gros, tu parles anglais tout le temps. C'est le mieux à faire, surtout que j'ai eu la chance de vivre dans la capitale et pas dans la campagne, comme c'est le cas pour beaucoup de gens qui partent au volontariat comme ça. Et donc, je parlais anglais, mais j'ai eu quand même des cours de hongrois. J'ai eu 3 mois de cours de hongrois pour avoir les basiques quand même et essayer de m'exprimer un petit peu pour la vie de tous les jours. D'accord, et t'arrives à parler hongrois parce que je sais que c'est super compliqué. Ah oui, j'y arrive, je le comprends très mal, mais on va dire que tant que je sais comment commander une bière et à manger, ça va. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu faisais durant ce service volontaire européen à Budapest ? Donc en gros, j'avais une mission, c'était pas un travail, c'est toujours une mission. Donc la mission que j'avais, c'était de travailler là du coup je me contredis, mais en gros j'étais dans une fondation qui s'occupait de booster la carrière des jeunes qui sortaient de leur diplôme. Mais ma mission à moi, c'était d'étudier comment on pouvait trouver du boulot à l'étranger.
Donc c'était pas une mission ordinaire, on va dire, parce qu'en général les missions qu'on peut trouver c'est plutôt sportif, social, voilà, aide à la personne, etc. Et non, moi j'ai eu vraiment un côté un peu étude sociologique et c'était très intéressant. D'accord. Je voudrais en fait revenir sur ce concept là de SVE, de service volontaire européen, parce que moi on va dire assez peu ça, et je pense qu'il y a assez peu de gens qui le connaissent aussi. Oui. Donc si tu pouvais me dire, qu'est-ce que c'est en fait ce service volontaire européen, c'est pour qui, c'est où, enfin un petit peu plus d'infos sur tout ça quoi. D'accord. Donc en fait, le service volontaire européen, c'est comme ça le dit, un volontariat. Donc on part nourri, logé, blanchi, avec une petite indemnité qui tourne autour de 100 euros par mois pour le volontaire. Donc ça dépend bien sûr de la qualité de vie, ça dépend des pays, parce que forcément avec 100 euros en France par exemple, un volontaire européen, il va avoir un peu de mal à s'en sortir, mais voilà, ça tourne autour de ça, donc une indemnité et non pas un salaire. Et donc en général on est logé, soit avec d'autres volontaires qui travaillent, qui sont en mission pour d'autres organisations. On est par 6, par 2, par 3, on est rarement tout seul, ça peut arriver, mais on est rarement tout seul. Et donc, on peut aller faire ça dans différents pays de l'Europe, mais depuis 2014, si je ne me trompe pas, on peut faire ça dans le monde entier maintenant. Donc, c'est plus vraiment européen, ça s'appelle toujours le service volontaire européen, mais depuis que Erasmus+, c'est eux qui gèrent ça, Erasmus+ jeunesse, donc depuis qu'ils ont changé leur programme, on peut faire ça partout. D'accord. Partout dans le monde, au Brésil, aux Philippines, ouais. Ok, ça je l'avais pas vu dans mes recherches non plus qu'on pouvait faire ça partout. Voilà, c'est tout nouveau, donc les gens commencent à en profiter et bien sûr, il y a des risques à partir très loin comme ça avec ce genre de programme parce que on ne sait pas trop où on met les pieds, mais c'est possible. D'accord, ok, bon, c'est cool. Et c'est quoi les conditions pour faire ce service volontaire européen? Alors, il faut avoir entre 18 et 30 ans maximum. Ils regardent pas vraiment le CV. Ce qu'il faut, c'est vraiment montrer qu'on est motivé. Et en fait, la condition, c'est d'avoir un organisme d'envoi qui est donc dans son pays d'accueil, dans son pays d'origine, pardon, et un organisme d'accueil, donc dans le pays d'accueil. Donc, en général, c'est une convention signée entre 3 parties. Donc, soit le volontaire, l'organisation de son pays et une organisation tiers, donc celle qui va nous accueillir pendant un temps donné. Donc ça peut être, si tu veux savoir combien de temps on peut partir, ça peut être des missions de 2 mois minimum. Ouais. Des fois, il y a des missions d'1 mois, c'est vraiment très court, mais on peut partir jusqu'à 1 an. D'accord. Et est-ce qu'on peut renouveler ou en faire plusieurs des SVE? Donc, on peut en faire qu'un seul dans sa vie, mais par exemple, si j'avais eu par exemple que 2 mois de mission, vu qu'il reste le reste, vu qu'on peut aller jusqu'à 1 an, on peut effectivement renouveler. Mais il faut toujours que la première période de SVE soit inférieure, enfin, soit vraiment une période très courte. Donc, si tu fais 2-3 mois dans un pays, tu peux partir encore dans un autre pays, on va dire, pour essayer de compléter les 1 an de crédit. Ok, ça marche. Et comment tu trouves ces missions-là de service volontaire européen? T'as un site web qui organise tout ça ou comment ça se passe? Alors oui, tu peux trouver des offres, je dirais un peu partout. Normalement, elles sont toutes centralisées sur un seul site dont je ne me souviens plus vraiment l'adresse, mais c'est Europa quelque chose. Mais en gros, le mieux, c'est d'aller dans une organisation d'envoi. De toute façon, il faut toujours commencer par ça. C'est si je t'ai intéressé pour faire ce genre de programme, faut que tu ailles sur Internet, tu mets sur Google le nom de ta région et SVE, et tu vas trouver, en général, c'est les CRIJ qui font ça, donc centres régionaux d'information jeunesse, ou alors il y a d'autres associations qui ont un agrément, on appelle ça, qui ont un agrément pour pouvoir envoyer des volontaires et parfois en recevoir. Et donc il faut se renseigner auprès d'eux et c'est eux qui vont te mettre dans la spirale, on va dire. Donc tu vas commencer par une réunion d'infos ou avec plein d'autres jeunes qui veulent le faire, et puis à partir de là, ils voient ceux qui sont motivés vont passer au-delà de cette réunion d'information pour commencer vraiment les recherches. Donc après, ils vont t'attribuer un numéro, le numéro de leur organisme en général, et après, tu vas pouvoir commencer à postuler sur le site qu'ils vont te donner. Et aussi, tu peux trouver des offres, bien sûr, sur des groupes Facebook. Donc en général, il faut aussi trouver par là. Okay. Et donc, il y a des tas d'offres, des tas d'offres un peu partout sur Facebook. D'accord. Tu pourras nous donner quelques groupes? Tu as des liens, etc.?
Alors oui, je pourrais te donner ça, mais il faudrait que je regarde sur mon Facebook. Ok, ça marche. Non, mais on fera ça. Il y en a beaucoup. On fera ça ensuite et moi je mettrai les liens, etc. sur le blog pour que les gens aillent voir. Bien sûr. Mais d'accord. Ouais, donc c'est assez organisé dans le sens où il faut quand même aller physiquement, aller faire ses réunions, rencontrer les gens, etc., etc. Quoi. C'est pas juste un truc où on postule juste sur Internet très rapidement et ça se fait comme ça, quoi. Voilà, en fait, c'est tout l'intérêt du volontariat, c'est qu'il faut vraiment montrer que tu es motivé. Et le plus long, c'est toute la phase justement de recherche. Et après, une fois que tu as trouvé un organisme qui veut bien t'héberger, ce qui est très très long, j'ai connu des gens qui ont cherché pendant 1 an, 2 ans une offre et puis qu'on les accepte aussi parce que c'est tellement vaste, t'as tellement de gens qui postulent que voilà, pour trouver sa place ça peut prendre longtemps et ça dépend parce que des fois tu peux sélectionner un pays, des choses comme ça, mais c'est pas la chose à faire en fait. Et donc ça peut passer. Moi j'ai attendu 6 mois avant de partir. Le temps que tout soit fait, d'être accepté, et ensuite après les 2 associations se mettent en contact et après elles doivent faire référence à l'agence nationale, parce que tu as l'agence nationale qui gère ça. Ça s'appelle l'agence nationale Erasmus+. Et en général, ça se trouve dans la capitale. Donc, ils doivent faire tous les dossiers, transiter, etc. Tout passe vraiment par différents acteurs. Donc, t'es pas tout seul, en fait. D'accord. Bon, bah ça, faut être motivé, quoi. Tu peux pas partir sur un coup de tête, quoi. C'est ça. C'est ça, ou alors ça arrive parce que tu as aussi des projets de dernière minute. Donc en gros, c'est des SVE, enfin des volontaires qui étaient candidats. Et donc toute la démarche est faite. Et en plus, on débloque de l'argent pour toi quand même parce que tu vas être hébergé pendant un temps donné et on va quand même te nourrir, etc. Donc, et il y en a qui, vu que ça prend longtemps, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, je te disais, t'en as qui trouvent un boulot avant, en dernière minute, et du coup, ils abandonnent le processus en fait. Donc du coup, il y a une place qui est libre d'un coup pour un départ dans 15 jours, par exemple. Donc, tu peux avoir aussi ce qui s'appelle des last minute calls. Mm-hmm. Donc, en gros, voilà, c'est il y a une place qui vient de se libérer. Qui veut partir dans 15 jours à Barcelone, par exemple. Ouais. Donc, voilà. Donc, faut vraiment. T'as de tout, en fait. Soit tu pars dans 6 mois, soit tu pars dans 15 jours, ou dans 10 jours, ou lundi. D'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se désister. Et c'est quel type de mission qu'on fait généralement avec le SVE ? Donc, tu as différents thèmes. Quand tu commences à chercher une mission sur le site internet qui est dédié à ça, tu peux trier. Donc, le social, le sport, tout ce qui est animaux, communication média. Moi, c'est ce que j'avais sélectionné. C'est vraiment très large. Tu as tout ce qui est handicap, s'occuper des gens dans la rue, des choses comme ça. C'est vraiment très, très large. Et tu peux chercher en fonction de tes affinités avec différents thèmes et tu peux effectivement trouver des missions dans différentes associations parce que finalement c'est des associations qui souvent, le plus souvent qui mettent des annonces pour recruter un étranger pour venir les rejoindre dans l'équipe et puis avancer avec eux en fait. D'accord, ok. Du coup il y a beaucoup de gens qui utilisent ce SVE. Est-ce que tu as des chiffres justement sur le nombre de Français qui partent en service volontaire européen ou pas du tout ? Alors, j'ai pas de chiffres, mais ce que je sais, c'est que ça commence beaucoup à se démocratiser, c'est-à-dire que tu as de plus en plus de jeunes Français qui commencent à se tourner vers ça. Parce qu'en dernier lieu, ils trouvent pas de travail, des choses comme ça, mais je pourrais pas te donner de chiffres. C'est vrai que ça, je sais pas, mais j'ai croisé beaucoup de Français qui commençaient à aller, en tout cas dans les pays de l'Est, il y en avait beaucoup. Oui. On en retrouvait beaucoup. Non, parce que c'est clairement intéressant, même si tu gagnes pas d'argent en soi ou pas beaucoup, mais c'est un concept intéressant. Effectivement, si tu es un peu bloqué en France, tu sais pas trop quoi faire, ça peut être une option intéressante, quoi. Ah oui, totalement. En fait, ça peut être autant une espèce d'échappatoire quand tu trouves pas de travail, comme ça peut être aussi une occasion pour toi de te lancer dans une carrière. C'est le SVE. En fait, t'as pas besoin de qualification particulière. T'as pas de diplôme, c'est pas grave, on va te prendre. Ouais. Je connaissais des gens qui venaient d'un peu partout, des ghettos, des trucs comme ça, et donc on regarde pas sur ton CV, on regarde vraiment ta motivation. Donc il faut vraiment dire que tu as envie de partir pour telle raison et tu as telle qualité. Ça peut être tes hobbies, ça peut être tu fais du sport et donc du coup t'es passionné dans ça. Et donc du coup on va pas regarder vraiment le CV et ça peut être vraiment un premier bond pour partir à l'étranger. Et toi, tu as choisi Budapest ou c'est Budapest qui t'a choisi? En gros, comment ça s'est passé pour l'obtention de ce volontariat?
Et bah, tu l'as dit, c'est Budapest qui m'a choisi. D'accord. Parce que mon premier choix, en fait, j'ai postulé à au moins 100 offres. Vraiment, sans mentir, j'avais un tableau, j'étais très bien organisée. Je savais exactement à qui j'avais donné, j'avais envoyé un CV, un email, etc. Et donc, j'avais 2 offres. C'était Salzbourg, en Autriche, qui vraiment me tentait bien. C'était pour faire du journalisme radio. Et il y avait Budapest. J'ai envoyé vraiment 2 CV. Et donc, à ces deux options-là. Et finalement, Salzbourg, en 10 minutes de temps, le même jour, Salzbourg, ils m'ont dit non. Et j'étais hyper déçue. Ouais. Et entre le temps où Budapest m'a dit oui et puis Salzbourg m'a dit non, il s'est écoulé 10 minutes. Et donc, en gros, je suis passée du moment où je fais la tronche à vraiment le moment où je sautais de joie. Donc, c'était, voilà, on m'a dit, voilà, non, je te prends pas à Salzbourg. Et puis, 10 minutes plus tard, je reviens, je regarde à ma boîte mail et puis, voilà, je trouve Budapest qui me dit, vous êtes choisi. Donc, je me suis dit, bon, bah, génial. Ok, bon, c'est bien. Et t'étais déjà partie avant? T'avais déjà fait des voyages? T'avais déjà vécu à l'étranger ou pas du tout? Alors, j'avais jamais vécu à l'étranger, mais j'avais déjà fait des voyages on va dire, sur les 3 dernières années. Parce que j'étais vraiment très nulle en anglais, j'avais peur un petit peu de l'inconnu et de voyager toute seule aussi. Mais j'avais une curiosité qui commençait à poindre, mais vraiment sur le tard. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans et du coup, ça m'est vraiment venu sur le tard. Donc ouais, j'ai voyagé un tout petit peu, mais pas assez. D'accord. Vaut mieux tard que jamais, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont voyager et qui le font jamais. Donc au moins, Voilà, c'est ça. au moins t'as commencé. Et tu parlais du coup bien anglais avant de partir ou t'avais un anglais pas top? Alors, j'avais un anglais pas top. Ok. Alors, en fait, le truc marrant, c'est que l'anglais, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et du coup, j'ai vraiment... En fait, je suis partie. J'avais déjà pris des cours d'anglais, en fait, bon, bah, forcément dans mes études. Et en master, j'étais vraiment très nulle. Et arrivé 1 an plus tard, je me suis dit, bon, l'anglais, c'est quand même un peu mon point faible et ça m'énervait d'avoir un point faible. Alors, du coup, je me suis mise à prendre des cours dans une association pour au moins être à l'aise. Et quand je suis arrivée sur place, c'était pas trop ça. Je comprenais très bien, mais j'avais du mal à m'exprimer. Et en fait, en 1 mois de temps, j'ai pris confiance et maintenant, je peux parler anglais sans accent, ce qui est très, 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 très bien. D'accord, ok. Voilà. Et outre l'anglais, est-ce que t'avais des appréhensions, des peurs ou des choses avant de partir, on va dire, où tu te sentais vraiment à l'aise dans cette expatriation? Alors, bah, bien sûr, tu pars souvent avec des peurs pour toute première expatriation, notamment est-ce que je vais vraiment réussir à m'orienter toute seule dans la ville? Est-ce que je vais vraiment rencontrer des gens qui vont m'aider? Il y a toujours cette petite peur de l'inconnu qui nous prend un peu tous. Et puis l'idée que waouh, je vais vivre vraiment sans repère, je vais partir. Je vais pas avoir ma famille tout près. S'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? Enfin, des choses comme ça. Et oui, j'en avais. Mais principalement, c'était de l'excitation parce que j'étais très contente de changer de vie. Il était temps, en fait. D'accord. Ok, donc c'était plus de l'excitation que des peurs, quoi, non? Voilà. T'en as toujours un peu, mais finalement, ça se remplace assez vite, en fait. D'accord. Et sur ta mission, donc, qu'est-ce que tu faisais exactement, du coup, parce que tu es resté 1 an à Budapest? Comment ça s'est Oui. déroulé un petit peu ta mission? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Alors, ma mission, c'était donc j'avais dit étudier l'emploi des jeunes. Mhm. Donc, la première partie, c'était de faire un peu une étude marketing. C'était de regarder des chiffres sur Internet, enquêter, aller préparer un sondage et aller dans les universités hongroises poser des questions aux jeunes sur qu'est-ce qu'ils espéraient pour le futur, comment ils postulaient, voilà, regarder si on avait vraiment des différences culturelles par rapport à la façon de chercher du travail. Après, il y a eu une phase, on va dire, de consultation des jeunes. Donc, tous les jeunes étrangers à Budapest que je connaissais, on les a invités, parce que je travaillais avec une autre Française, enfin, on était en mission toutes les deux, en fait. Okay. Et du coup, on s'est mis ensemble à regarder un petit peu, via un atelier, quelles étaient les tendances des pays. Donc, les Espagnols ne cherchent pas du boulot de la même façon que les Allemands, des choses comme ça. Et ensuite, suite à ça, on a commencé à faire des interviews vidéo. Et donc, sur les valeurs du travail, enfin, vraiment
plein de questions différentes sur cette valeur du travail, sur comment on cherche du travail, comment pensent les jeunes Européens aujourd'hui par rapport à ça. Et voilà, et donc moi ça m'a apporté, je dirais déjà, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités parce que j'ai été en contact avec plein de nationalités différentes, mais pas que, parce que aussi j'ai été en contact avec des professionnels du recrutement. Et du coup j'ai pu un peu mieux comprendre comment ça se passe, tu vois, pour s'expatrier. C'est pas si évident, mais quelque part l'Europe ça donne plein d'opportunités nouvelles et du coup c'est dommage de s'en priver. Et qu'est-ce que tu en as retiré du coup de toutes ces études là? C'était quoi un petit peu les 2-3 points, on va dire, clés de tout ce que tu as sur cette étude sur laquelle tu as travaillé? Eh ben, en fait, déjà, je dirais, la première chose, c'est que on s'expatrie pas tous pour les mêmes raisons, mais on va dire que le premier point, c'est la crise économique qui fait vraiment bouger. Alors peut-être pas pour nous, les Français, c'est un peu différent, mais on regardait par rapport aux pays du Sud, tout ce qui est Italie, Espagne, etc., tu vois vraiment une espèce de migration pour aller un peu se raccrocher à une bouée extérieure, quoi. Et donc, du coup, ça, c'était vraiment très intéressant et on s'est dit que ça c'était vraiment enrichissant de le savoir et ça nous aidait à mieux comprendre un peu comment marche l'Europe avec la crise. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas chercher du travail sans avoir au moins un contact, on va dire un réseau. C'est super important de se constituer un réseau. Hélas, c'est partout pareil. Ouais. Voilà. Et le troisième point, en fait, c'est que tout le monde s'expatrie, mais tout le monde revient à la maison à un moment donné, en fait. Il y a un côté, je pars, et à moins de trouver une vie personnelle à l'étranger, donc de commencer une vie, on va dire, d'adulte avec un conjoint, une conjointe ou des choses comme ça. En général, il y a toujours un petit retour à la maison, sauf pour ceux qui sont vraiment dégoûtés de la maison. Mais j'en ai pas encore trouvé qui étaient vraiment... Enfin, j'en ai trouvé qui étaient dégoûtés de la maison, mais c'est plus une petite aigreur. Je pense qu'au final, ça va passer. Ouais. Voilà. D'accord. Non, mais c'est intéressant de voir ça. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai vu pas mal surtout en Espagne, pas mal d'Espagnols qui partaient en Allemagne, en Angleterre, ou aux Pays-Bas, etc. Justement pour chercher du boulot, parce qu'en Espagne, c'était vraiment... c'est encore pire que la France au niveau de taux de chômage des jeunes. C'est encore pire. Et effectivement, ils n'ont qu'une opportunité ici. Et c'est ça. J'ai eu pas mal d'histoires de gens qui partaient pour aller bosser. Et il y en a qui reviennent, effectivement, comme tu dis, après. C'est ça, toujours. Parce que toujours revenir à la maison. Ouais, j'avais une copine qui est partie en Allemagne, du coup, elle a appris l'allemand là-bas, et puis elle est revenue. Et du coup, le fait qu'elle savait parler allemand lui a permis de décrocher un boulot après ici en Espagne, auprès des touristes allemands, quoi. Oui, et je pense qu'en fait, c'est un peu ça. On part, on revient, on part, on revient. Il y a toujours un côté... tu te raccroches à la patrie parce que quelque part, c'est ton identité et elle est encore plus forte à l'extérieur que quand tu n'en es jamais parti, en fait. Ouais. Donc, c'est intéressant et justement, c'est ça qui m'a enrichi quelque part parce que je me suis rendu compte que je voulais pas rester à Budapest pour travailler après mon SVE. Il y en a plein qui l'ont fait, mais moi, je me suis dit, bon, j'ai encore des choses à faire à la maison, je vais repartir. Mais pour le moment, j'ai encore besoin d'expérimenter un petit peu à la maison. Donc, voilà. Argent du coup parce que tu étais nourri, logé, blanchi et toi tu avais 100 € d'indemnité par mois, c'est ça? J'avais 90 € plus exactement. D'accord. Et en soi, ces 90 €, c'était pas suffisant pour vivre ou... Eh ben, en fait, ça peut être suffisant, mais moi, mon rythme de vie était très tourné vers l'extérieur. Disons que j'ai pris des cours de salsa, j'étais très active, j'aimais bien voyager un peu autour, donc... à moins de manger des pâtes tout le reste du mois. Ouais. Non, on a quand même assez pour la nourriture, mais j'avais déjà mis des sous de côté, moi, personnellement. Mais j'ai vu des gens qui, avec les 90 € par mois, arrivaient à quand même survivre. mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu juste, même si c'est comme une opportunité. Tu peux partir avec le compte vide. On peut partir à l'étranger et on peut se dire, j'ai 90 € par mois, ça t'apprend vraiment à gérer ton argent. Ouais. Mais quand je dis vraiment, c'est vraiment. C'est du cash. En Hongrie, on nous donne du cash et on nous dit, t'as un mois pour vivre avec 90 €. Et c'est un challenge. C'est un challenge, même si t'as ton appart de payer ou t'as ton lit qui est déjà à t'attendre, t'as quand même assez pour te nourrir.
C'est quand même quelque chose, tu vois différemment ton mode de vie. Ouais, ouais, à l'euro près, tous les jours, tu comptes. Ouais, c'est ça. Ouais. Je réfléchissais à 2 fois avant d'acheter quelque chose et du coup, ça m'a appris à consommer autrement, à faire beaucoup de trocs, de fringues notamment, des choses comme ça. Et heureusement, à Budapest, t'as beaucoup de friperies, donc ça t'apprend vraiment un mode de vie alternatif. Ouais. Et la bière n'est pas trop chère à Budapest, ça va. 1 euro la bière. Un petit peu plus d'1 euro, donc ça va, tu t'en sors. Bon, tu peux boire 90 bières par mois. C'est ça, au moins. Mais bon, après, t'as plus grand-chose pour faire autre chose. Ouais, bon, ça dépend, c'est centre d'intérêt. C'est ça, Donc du coup, tu m'as dit que tu étais parti avec des économies du coup pour pouvoir avoir un niveau de vie un peu plus élevé, c'est ça? c'est ça. Et la vie à Budapest, ça ressemble à quoi? Parce que tu es resté un an. Je sais pas, quelles sont les choses qui t'ont marqué, les différences que tu as vues avec la France ou des choses intéressantes à dire sur la ville? Alors là, c'est très intéressant ce que tu me dis parce que j'en reviens donc ça fait la 3e fois que j'en reviens du coup vu que j'arrive pas à décrocher, mais là je pense que ça va aller. Ouais. Je vais essayer. Et donc en fait, le premier truc qui choque, c'est que là-bas déjà, tout le monde s'en fout un peu de te regarder. Tu t'es pas du tout observé, scruté, t'as pas l'impression d'être critiqué, ou alors tu t'en rends pas compte. Peut-être, parce que tu comprends pas le hongrois. Donc, non, il y a vraiment une espèce de douceur, pas de douceur de vivre parce que c'est un peu différent, mais je dirais qu'en gros, tu fais ce que tu veux, tu peux danser dans un bar, de l'autre côté du bar, alors que t'es loin de la piste, on va pas te regarder en se disant, mais ils sont complètement tarés, ceux-là. Mhm. Enfin voilà, il y a vraiment une espèce de liberté qui est peut-être propre au pays de l'Est, je pense, et qu'on n'a pas en France. Donc ça, c'est déjà sympa. Après, il y a un mode de vie alternatif, j'en parlais déjà un petit peu avant, mais tu vois, tout a été... Il y a plein de bâtiments qui sont donc abandonnés, si on peut dire ça comme ça, mais qui ont été complètement réinventés. Donc on appelle ça les bars en ruine. Et donc tu en as beaucoup avec des décos complètement psychédéliques. Vraiment, tu peux apporter ta patte, tu peux graver ton nom sur une chaise, tu peux marquer un truc sur un mur. Il y a pas de souci. T'as des bars comme ça où t'es chez toi. Ouais. C'est vraiment l'impression, c'est que t'es chez toi. Il y a une chaleur qui se dégage de tous ces lieux, des restos. Il y a vraiment un univers propre à Budapest. Donc, et puis forcément, je parle du côté culinaire, c'est que j'ai pris beaucoup de poids là-bas parce que j'arrêtais pas de manger du goulash et tout ça, c'est affreux. Donc maintenant, je galère pour les perdre, mais Ouais. vu que tout est pas cher, tu te laisses vite aller à manger au resto. Enfin, au resto, je m'entends bien quand je dis ça, mais tu peux prendre vraiment tout et n'importe quoi à manger parce que tous les 100 mètres, tu trouves voilà, des parts de pizza à prendre, enfin voilà, t'as tout ce que tu veux. Et peut-être que c'est parce que en tant qu'occidentaux, je peux dire, si je puis dire, on peut s'acheter un peu tout ce qu'on veut là-bas parce que c'est pas cher, mais un local te dira pas ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est lourd, hein, la cuisine en Hongrie et surtout après en Europe de l'Est, c'est des choses Ah assez ouais. lourdes. Généralement, c'est pas mal de patates, c'est des sauces. Ah ouais, ouais, non, mais là, je crois qu'il va falloir que je repense différemment moi aussi, là, ici, maintenant que je suis en France, mais, mais effectivement, j'en ai profité, ça c'est clair, j'en ai profité, et c'est une ville où tu t'es dans l'instant présent, en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, en tant qu'expatrié, tu vis bien. Tu profites de la vie différemment. Et aussi, tout est pas net, en fait. Je veux dire, tous les endroits où tu vas, c'est vraiment de la créativité qui est mise en avant. C'est assez intéressant, en fait. Parce que tu croirais que comme tu vas dans un pays communiste, anciennement communiste, tu vas trouver tout ce qui, de la grisaille, de la pierre, des gens très malheureux. Et au final, elle s'est complètement réinventée, cette ville. Donc c'est super d'y aller. Ouais. Ça t'enrichit quelque part. Et pour revenir juste sur ton SVE, toi, c'est un an de volontariat là-bas. Si tu devais tirer un bilan ou des choses que tu as retenues ou des choses que tu as apprises sur toi, ce serait quoi? Eh ben, quand je suis arrivée là-bas, je suis venue chercher plutôt l'inspiration, en fait, parce que je suis journaliste Mhm. de métier et j'arrivais un petit peu au bout du bout. Je savais pas trop sur quoi écrire, je savais pas trop comment mettre en valeur, on va dire, ce que je sais déjà faire. Et donc, je suis venue un peu chercher l'inspiration. Et là-bas, c'était vraiment l'endroit pour ça. Donc, ça m'a appris déjà, oui, à regarder d'un œil complètement neuf les choses autour de moi et j'essaie de garder cet esprit très curieux encore aujourd'hui. Et aussi d'être à l'étranger, bah, ça t'apprend beaucoup dans le sens où tu repousses tes limites.
Donc maintenant, je peux voyager toute seule. C'est un truc que j'aurais pas fait il y a encore quelques années. Ouais. Aller à l'étranger toute seule, c'est un peu quelque chose qui me pose problème maintenant, alors que tu m'aurais dit ça. Oui, franchement, j'étais vraiment en flip à l'idée de me diriger toute seule dans un aéroport ou des choses comme ça. Ouais. Et puis oui, en fait, le côté entrepreneur, ça, c'est vraiment... voilà, tu vas vraiment aller à la recherche de quelque chose dans cette ville, je sais pas, tu as envie de créer quelque chose, c'est possible. Et bon, nous en France, on peut pas faire la même chose, mais en tout cas, il y a un côté aventureux là-bas que j'ai trouvé et qui m'a appris aussi beaucoup sur moi-même. Et donc, le mieux après, c'est de pouvoir cultiver tout ça, de la curiosité, aller vers l'autre et des choses comme ça. Ouais. Donc maintenant, j'essaye de le faire. Que du positif alors. Ah ben oui, je vais pas te dire du négatif parce que j'en ai très peu eu. Ouais. Aussi, il y a quand même eu des couacs, on va dire, avec mon organisation d'accueil, mais c'est pas des couacs. Enfin, ils ont tout respecté de A à Z, toute la charte, on va dire, du SVE. Au niveau de l'argent, j'ai pas eu de problème, de choses comme ça. Après. Tout pays a ses côtés négatifs, évidemment, notamment politique. Là-bas, c'est un parti très proche de l'extrême droite chez nous au pouvoir. Donc, suite, on sent quand même que ça rigole pas. Hein, dès que y a rien qui va de travers, parce que je pense que les sanctions doivent être assez sévères. Donc, ouais, ça rigole pas. Et il y a un certain fatalisme aussi chez les Hongrois qu'on n'a pas chez nous. Nous, on a un pessimisme, mais on va aller râler. Eux, ils râlent très peu et ils sont plutôt un peu... voilà, il y a encore la méfiance, l'espèce d'ombre du communisme au-dessus des têtes et ça se ressent un peu. Mais après, bon, j'ai confiance en la jeune génération qui se met à voyager et à prendre confiance. On verra un petit peu qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est très, très instructif d'aller là-bas. Ouais, j'imagine, c'est vrai que c'est intéressant comme région à visiter. Avec toute l'histoire qu'il y a, avec tout le passé, etc., et voir comment ça change, c'est vrai que c'est intéressant. Et je veux juste, pour tous ceux en fait qui sont intéressés par ce SVE, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner, pour franchir le pas ou pour le faire, quoi? Alors, je vais donner le conseil que toute personne en SVE donne. C'est déjà, il faut regarder sa mission. C'est important de partir d'abord pour une mission spécifique et pas pour un pays. Il ne faut pas changer de pays. Bien sûr, on peut aimer partir en Angleterre, tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas s'acharner sur une destination, mais plutôt sur un projet qui peut nous botter bien, quoi. Et en fait, le truc, c'est que, voilà, si on a un intérêt dans quelque chose, autant faire un choix logique. Et donc, on a plus de plaisir à aller se lever le matin pour une mission qui nous plaît et que de se lever et puis de se dire, bon, j'ai rien à faire aujourd'hui, parce que ça peut exister, les missions où il n'y a pas de contenu, donc il faut très très bien se renseigner. Il ne faut pas hésiter à poser plein de questions sur où on va loger, comment on est rémunéré, enfin en tout cas l'indemnité, et puis combien on sera dans un appartement, dans une maison, est-ce qu'on a des transports en commun à côté, parce que ça peut arriver qu'on tombe dans un village tout paumé quelque part, et là c'est pas facile, la vie n'est pas aussi sympa que quand on est dans une capitale. Donc, faut pas hésiter à beaucoup se renseigner et il faut y aller sans a priori et pas fuir son pays ou pas en tout cas partir en SVE pour des mauvaises raisons. Vraiment, c'est l'esprit associatif, l'esprit volontaire. On n'est pas pour un travail, on n'est pas parti pour un travail. Et sinon, on a bien des désillusions. Donc, voilà, faut y aller l'esprit ouvert avec beaucoup d'envie de faire quelque chose pour soi, parce que c'est un peu égoïste de partir des fois, certes, mais aussi faut avoir l'impression qu'on va apporter quelque chose. Donc voilà, c'est mon conseil. D'abord et avant tout le projet, il faut que ce soit intéressant. D'accord, ok. Non mais ça fait de sens. Vaut mieux être dans un pays, on va dire, qu'on va moins aimer, mais avec une mission qui nous plaît, plutôt qu'un pays qu'on adore mais avec une mission pourrie. Je pense que... Ah ouais. Ouais, parce que ça, c'est terrible. Hein, quand on se lève le matin et qu'on n'a pas envie d'y aller, non, faut garder de l'enthousiasme et puis c'est avec ça qu'on découvre le pays, quoi. Ok, on va finir sur ça, Ophélie. Bah oui. Merci beaucoup à toi de nous avoir donné toutes ces infos sur le service volontaire européen. Donc moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'espère que les auditeurs aussi, et que ça va peut-être en beauté certains comme à partir. Bah oui, j'espère aussi. Et puis bon courage pour la suite. Et puis si tu repars en expatriation, on pourra refaire l'interview, peu importe où tu seras.
D'accord, t'inquiète pas, j'ai de quoi en 2017. Donc tu peux être sûr d'avoir une nouvelle interview en 2017 à programmer. Ok, bon bah super. Merci beaucoup et à bientôt. Bah, je t'en prie, à bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, l'interview avec Ophélie est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de nouvelles choses sur le SVE ou sur la vie en Hongrie. Merci beaucoup à Ophélie d'avoir participé au podcast et de nous avoir donné toutes ces informations-là. Et je voulais enfin vous remercier encore une fois d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast de Traverser la frontière. Merci beaucoup à vous et on se retrouve très très vite. Ciao.